Alors, bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur le média de la diversité au Canada, Diaspo Interaction. Vous écoutez actuellement l'émission Plein Phare. Plein Phare, c'est une émission bimensuelle, une émission de sensibilisation, d'information, de culture sur les faits actuels de la société. Donc, aujourd'hui, Plein Phare aborde un thème très crucial, un thème très important, un thème qui, pour certains même, va choquer, blesser, mais un thème qui touche les communautés, qui touche le peuple entier. On va parler de la dépigmentation volontaire. Et oui, cette dépigmentation, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quelles sont les recommandations, comment s'en sortir quand on est pris dans cet étau-là? On va en parler aujourd'hui. On sait que la dépigmentation, parfois, elle peut être négative, positive. Au fil des jours, chacun essaye de bien se sentir dans sa peau et pour ce faire, généralement, certains choisissent ce qu'ils vont utiliser, des produits ou pas. Et après, il y a parfois toujours des situations dans lesquelles on se retrouve. Aujourd'hui, donc, on va parler de la dépigmentation volontaire. On sait que c'est bien sûr aussi un phénomène planétaire parce que c'est dans le monde entier. Et, il y a des diverses motivations pour ça. Malheureusement, ça devient des addictions et les conséquences sont dévastatrices sur la santé des personnes qui la pratiquent. Et aujourd'hui, donc, c'est une gangrène dans les communautés. Mais pour répondre à toutes les questions qu'on se pose sur ce problème, nous avons vous, chers téléspectateurs, chers invités, que nous remercions d'être là avec nous. Nous avons aussi des invités, nous avons des panélistes qui vont certainement nous éclairer sur ces points-là. Et nous osons espérer qu'ensemble, aujourd'hui, certaines personnes comprendront ou auront des lumières sur des points qu'ils ne comprenaient pas. Pour commencer, je vais inviter Madame Tété à se présenter. Bonjour, Madame Tété. Oui, bonjour, Monsieur Florent. Oui, c'est bien ce que je voulais. Aujourd'hui, nous avons deux Tétés sur le plateau. Nous avons une Tété invitée et une Tété qui va être ma co-animatrice pour le moment. Alors, on va parler avec les panélistes. D'abord, Madame Tété Catherine depuis la Suisse. Bonjour, Madame Tété. Présentez-vous, s'il vous plaît, en quelques secondes. Bonjour, je suis Catherine Tété, j'habite Genève. Je suis d'origine togolaise et une activiste depuis plus d'une vingtaine d'années sur la cause de la dépigmentation volontaire de la peau. J'ai double étiquette, donc je suis une scientifique, je fais de la recherche en santé publique et notamment sur ce sujet de dépigmentation volontaire de la peau. Et je suis également cosmétologue, esthéticienne et du coup, j'ai pu voir sur le terrain les problèmes liés à ce phénomène. Et je tiens à préciser qu'en fait, la dépigmentation volontaire m'a vraiment été insufflée par le fait que j'ai le problème à la maison. Voilà. Donc, par honnêteté, je le dis, ce qui me permet de pouvoir juger, car j'ai vu ma propre sœur commencer à se blanchir la peau. Aujourd'hui, elle a toutes les conséquences néfastes, tous les effets secondaires, mais elle continue à se blanchir la peau. Et mon envie de me battre, c'était parce que je n'arrivais pas à la convaincre d'arrêter de se blanchir la peau. Et finalement, cherchant des informations pour elle, ça m'a poussée à aller le plus loin possible jusqu'à faire ce master en santé publique pour pouvoir aider les autres personnes. Merci infiniment, Madame Tété, d'être parmi nous. On est vraiment contents et je ne savais pas, malgré nos recherches, on ne savait pas que vous viviez ce problème-là. Ça enrichit encore plus votre propos tout à l'heure. Je vais donner la parole à notre deuxième invitée, Madame Sabina Diassé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Sabina Diassé. J'habite à Québec. Je suis d'origine béninoise. Donc, je suis styliste, romancière et entrepreneur. Je suis coach en entrepreneuriat et aussi fonctionnaire dans le gouvernement du Québec. Donc, je suis contente de faire partie du plateau. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation.
On espère bien sûr qu'en tant que romancière, vous aurez des histoires à nous raconter concernant ce point-là. Alors, nous allons maintenant recevoir l'homme de notre plateau. Autour de toutes ces femmes, là, on a un homme, Monsieur Mamadi. Bonjour, Mamadi. Merci beaucoup. Bonjour, Florent. Bonjour, tout le monde. Alors, c'est un plaisir de participer à cette discussion. Moi, je suis d'origine burkinabé, je vis à Montréal, je suis entrepreneur. En fait, on a une plateforme qu'on a mise en place qui s'appelle Afro Happening, une plateforme pour les promoteurs d'événements afro où vous pouvez créer vos événements et vendre vos billets en ligne. Je suis également conseiller en entrepreneuriat et je suis un libre penseur. Donc, j'aime ce genre de discussion, je m'intéresse à ce genre de sujets qui, non seulement qui touchent à la culture et tout ce qui touche à la société, et bien sûr, ce qui touche beaucoup plus à la communauté noire. Merci beaucoup, Monsieur Mamadi, d'être parmi nous. Vous êtes un libre penseur et j'espère que vos pensées aujourd'hui vont nous permettre de plonger dans les pensées des personnes qui pratiquent ce phénomène planétaire. Rapidement, nous venons de recevoir notre cher Sorel. Bonjour Sorel et bienvenue sur notre plateau. Je vous donne la parole pour vous présenter. Alors, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Sorel, la propriétaire, la promotrice derrière Sorel Cosmetics, qui est une marque de fabrication des produits de soins et de bien-être à base d'ingrédients naturels, où en fait, depuis peu, on a une ligne entièrement dédiée à la peau noire. Nous sommes installés à Québec et nous sommes sur le marché à peu près depuis plus de 2 ans. Pour parler de moi, la personne de moi derrière, ben, je suis justement cet entrepreneur. J'ai une formation en génie pharmaceutique que j'ai obtenue en fait en Allemagne et depuis 10 ans, je travaille dans le monde pharmaceutique ici à Québec, au Canada. Merci Sorel, bien sûr, en tant que directrice de Sorel Cosmétiques, on parle des produits aujourd'hui. Vous allez sûrement être la personne assez bien placée pour nous parler de ces phénomènes et éventuellement des motivations derrière peut-être celles qui l'utilisent. Bien sûr, on va faire allusion à plusieurs points, dont les causes, les conséquences, les recommandations. Alors, pour terminer avant notre jingle de début d'émission, je vais laisser la parole à ma chère co-animatrice de la journée, Madame Tété. Bonjour Tété, comment ça va? Bonjour encore, je m'appelle Madame Tété Kalanga. Je suis d'origine congolaise et j'habite à Québec. Aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir tout le monde, les panélistes sur ce plateau, étant donné que je vais co-animer l'émission avec M. Laurent, qui est mon communicant. Personnellement, je suis préposée aux bénéficiaires depuis 19 ans dans le domaine de la santé publique. Alors, merci et bienvenue à tous. Alors, voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris que sur la table aujourd'hui, nous avons des professionnels qui ont trait à ce problème de alimentation. Et ensemble, vous aussi, autour de notre table, je l'espère, vous pouvez intervenir en direct, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez interagir, vous pouvez même demander éventuellement à être sur le plateau quelques secondes pour un témoignage. Ceci étant dit, on se retrouve dans quelques secondes, juste après notre jingle de l'émission. Alors. Voilà, on est de retour à notre émission pour parler de la dépigmentation volontaire, ses causes, ses conséquences, les recommandations. Aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais adresser ma première question à Madame Tété Catherine. Bonjour Madame Catherine, dites-nous un peu, selon votre définition, c'est quoi la dépigmentation? Pour moi, ma définition de la dépigmentation, c'est un acte volontaire aux conséquences involontaires. C'est un peu comme ça que je la définis, car le paradoxe de la dépigmentation, c'est que c'est des décisions que les gens prennent sans trop se poser la question de savoir tout ce qu'il y a derrière. On vous a perdu.
Allô? On vous a perdu, Madame Catherine? Je suis là, vous m'entendez? Si vous m'entendez, on va rebondir avec Monsieur Mamadi. Je vous entends. Moi, je l'entendais bien, mais en tout cas, moi, je n'entendais pas. Alors, je vais la reprendre. Madame Catherine, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, on disait que c'était des actes volontaires aux conséquences involontaires. Absolument, absolument. Et les causes qui motivent ces personnes sont en partie inconscientes. De la même manière que les utilisatrices ignorent pour la plupart du temps les conséquences sur leurs propres organismes et même sur la descendance. Parfait. Ceci étant, est-ce que Madame Sabine, vous voulez ajouter un point à ça? La définition est claire. Bon, de définition simple, ce que je sais, la dépigmentation, c'est l'usage de produits dans le but d'éclaircir la peau noire à une autre peau. Donc, en soit, moi, je suis contre la dépigmentation, éclaircir sa peau, changer de couleur. Mais je suis pas contre toute femme qui aimerait prendre soin de sa peau. Pour moi, c'est deux choses très différentes. Mais je rejoins la définition tantôt de Madame Tété, c'est ça? C'est ça. Oui. Parfait. Monsieur Mamadi, à vous la parole. Oui, ben, la définition, ça rejoint un peu à ce que les deux femmes l'ont dit, mais ça traduit en fait c'est quoi l'ampleur de la chose. Parce que normalement, je veux dire, la définition normale quand même de la dépigmentation, tout de suite, ça fait juste, c'est comme la décolorisation de la peau, ok. Mais ça peut être bien sûr volontaire ou involontaire. Et ça peut ne pas être un noir, ça peut être un blanc, ça peut être quelqu'un d'autre. Mais pourquoi est-ce que quand les femmes ont donné la définition tout de suite, on a juste pensé au noir, c'est-à-dire à la femme noire? Donc, ça montre juste comme l'ampleur de la situation. Quand on nous dit dépigmentation, tout de suite, ça fait allusion juste à la femme noire. Donc, c'est juste pour montrer à quel point c'est dangereux, vraiment, la situation est vraiment dangereuse. Donc, c'est ma définition rejoint complètement à ce qu'elles ont dit, en fait. Donc, des décolorisations de la peau de façon volontaire. Une décolorisation de la peau de façon volontaire. C'est certain qu'en général, ça peut être involontaire quand peut-être c'est un médecin qui s'en occupe. Cependant, j'aimerais laisser Madame Sorel nous dire un tout petit peu son entendement de ce point. En fait, la dépigmentation en soi, c'est une réalité, c'est un fléau qui n'est pas forcément néfaste, ok? On est victime en fait de la dépigmentation dans un sens. Dans l'autre sens, on le provoque, sa dépigmentation. Je pense ici, il est important de faire vraiment, la distinction entre la dépigmentation de manière générale et la dépigmentation volontaire de la peau. Parce que dans la dépigmentation de manière générale, on a des maladies comme le vitiligo, là, qui est quelque chose qu'on subit. On en est c'est ça, on le subit. C'est une maladie qui nous arrive pour plusieurs raisons, qui est aussi une décoloration de la peau, mais qui n'est pas volontaire, qui n'est pas cherchée, qui n'est pas provoquée. Mais quand on parle de dépigmentation volontaire de la peau, c'est important aussi à ce niveau qu'on essaye quand même clairement de spécifier que c'est un fléau, oui, qui touche beaucoup la femme noire, mais attention, c'est vraiment dans toutes les carnations de la peau. La dépigmentation volontaire va toucher la femme noire, mais dans les personnes du monde d'Afrique orientale, par exemple, elles pratiquent également la dépigmentation pour des raisons culturelles. Et à ce niveau, on parlerait également de dépigmentation volontaire. C'est sûr que selon ce que l'histoire nous dit, on comprend mieux pourquoi quand ça concerne la femme noire, on comprend mieux, ou en fait comprendre mieux, ou en fait on a une histoire en fait qui peut entre guillemets peut-être justifier la raison de la dépigmentation volontaire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais moi, dans mes recherches, quand j'ai commencé à marcher, à fonctionner dans ce processus, j'avais lu que la dépigmentation, en fait, c'est quelque chose qui existe depuis la traite négrière. Apparemment, les esclaves à l'époque, qui étaient de teinte plus claire, recevaient des traitements de privilèges auprès de leur maître. Donc, ce qui faisait en fait que même depuis ce temps, la femme dite de couleur moins foncée
se sentait d'un côté privilégiée, ou alors on lui donnait le sentiment d'être privilégiée, peu importe, mais elle avait des traitements de faveur. Et c'est ça qui continue en fait à découler en fait dans les réalités d'aujourd'hui. C'est pas une nouveauté, hein, la dépigmentation, c'est vieux. On parle d'un test que ces colons à l'époque faisaient pour savoir si certaines femmes noires étaient admissibles à certaines études. Je ne sais pas si vous avez entendu parler le test du papier Kraft. Donc, on prenait un papier Kraft, on mettait de même, trop foncé, pas trop foncé, et à partir de là, on te mettait un niveau plus haut ou alors tu rentrais dans les champs. Donc, il faut comprendre que la dépigmentation vient vraiment de très loin et c'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire en fait, qui continue à se perpétuer et pour les mêmes raisons finalement, de par mon espérance en tout cas. Ça semble être visiblement les mêmes raisons qui encouragent, qui motivent, qui poussent les femmes à pratiquer cette dépigmentation volontaire-là. Alors, merci pour cette belle intervention qui nous permet de nous plonger dans le passif, dans l'origine, la genèse même de cette dépigmentation qui ne naît pas d'aujourd'hui. Cependant, si on essaie de mettre un point là-dessus, c'est sûrement à cause des conséquences et éventuellement pour essayer de trouver des voies, des moyens pour contrôler cela éventuellement, pourquoi pas les stopper, les arrêter. Alors, je vais tout de suite rebondir avec Madame Tété Catherine. Madame Catherine, dites-nous, au fond, oui, lorsqu'on regarde l'historicité, pour ne pas dire l'histoire de cette dépigmentation, on se rend compte que ça vient de très loin. Si vous vous plongez dans cette histoire, selon vous, quelles sont les causes fondamentales de cette dépigmentation-là? Et directement à travers ça, comment est-ce que vous croyez que ça se fait? Moi, je rebondirai sur ce qui a été dit tout à l'heure, qu'effectivement, la dépigmentation remonte de très longtemps. Et d'ailleurs, je pense au 15e, 16e siècle déjà, en Europe, on se blanchissait la peau. Dans la période de lumière, où les dames avaient besoin d'avoir le teint très clair, car les personnes qui travaillaient dans le champ, exposées au soleil, avaient le teint plus foncé. Et déjà, à l'époque, c'était déjà connu qu'il y avait beaucoup de dégâts sur la peau parce qu'elles utilisaient le plomb et consorts. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais en ce qui concerne la répartition dans le monde, selon mes propres recherches, la dépigmentation est pratiquée partout. Au jour d'aujourd'hui, il n'existe pas un seul endroit sur la Terre où on ne se dépigmente pas. Tout l'Asie, quand je dis l'Asie, je vais volontairement scinder l'Asie en deux. Tout ce qui est Asie, Chine et Corée et tout ça, tout le monde se blanchit la peau. Ensuite, tout ce qui est l'Inde se blanchit la peau, l'Afrique se blanchit la peau, les pays arabes se blanchit la peau, l'Amérique et l'Amérique du Sud se blanchit la peau. Donc finalement, c'est un problème mondial. Maintenant, les raisons pour lesquelles on se blanchit la peau en Afrique, je vais prendre notre histoire. Et pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. La dépigmentation se fait partout dans le monde, mais chacun avec son histoire. Et notre histoire à nous, il me semble, si je puis me permettre, que l'histoire que l'Afrique a vécue, donc je remonterai jusqu'à la période de l'esclavage et de colonisation, ont fait que les métis avaient été, je dirais, presque fabriqués sous commande, puisque certains colons de l'époque devraient s'accoupler avec des femmes noires pour avoir des métis qu'on utilisait contre les Noirs. Parce qu'en fait, on utilisait leurs propres enfants pour mieux faire passer certains messages. Et à partir de là, petit à petit, la peau claire était devenue presque la norme. Donc, on pourrait dire que la stratification ou le colorisme était déjà mis en place depuis toutes ces périodes-là. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, on peut dire, la standardisation de la beauté, où on tend vers une beauté universelle, où le teint clair est présumé être plus joli. Et je crois que le soubassement vraiment
de la dépigmentation est liée à la perte d'identité pour moi, puisqu'elle est liée à notre histoire. Et est-ce que je vais être plus claire pour être plus jolie? Qui définit quelle couleur de la peau est plus jolie? Donc, on va aller chercher l'origine, pour moi, de la dépigmentation dans l'histoire, même si les personnes qui se dépigmentent n'ont pas l'impression d'être directement rattachées à ça. Est-ce que vous voulez, par vos explications, vous voulez dire que les causes sont les mêmes depuis le temps, depuis le début de la décolonisation aujourd'hui? Parce que ma question était vraiment centrée sur les causes fondamentales. Là, on a plongé vraiment dans l'historicité, mais actuellement, on parle des causes d'actualité. Oui, si je ramène ces causes à l'actualité, je pense que nous vivons une période quand même incroyable où on se rend compte que le racisme est toujours d'actualité, la discrimination est toujours d'actualité, et toutes ces raisons-là permettent aussi aux femmes. D'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire la violence domestique est un des facteurs aussi qui pousse certaines femmes à se dépigmenter la peau. Et finalement, si elles sont à la recherche du bien-être, elles perdent d'un côté l'estime de soi et la question identitaire se pose. Finalement, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et je crois que le problème de la dépigmentation, même si on remonte le temps, elle est toujours d'actualité et on peut se poser la question de savoir à qui profite le crime finalement. Parce que les produits cosmétiques sont fabriqués par des spécialistes qui savent très bien les effets que ça induit sur l'organisme. Alors, qui fait quoi? Qui est responsable? À qui profite le crime? Je vais laisser Madame Sabine réagir parce que j'ai l'impression que quelque part, elle veut rajouter un petit mot là-dessus. Oh, merci. Moi, j'en apprends beaucoup des interventions des deux dames. Mais bon, je ne savais rien sur l'historique, là. Je n'ai jamais fait de recherche dessus parce que oui, c'est un fléau qu'on condamne, mais ça n'a jamais intéressé d'aller plus loin, de pousser les recherches. Mais je rebondis sur la dernière phrase de je ne garde pas les mots, excusez, mais c'est vrai que c'est un fléau. Puis là, moi, je voudrais qu'on touche de près ceux qui travaillent en cosmétique. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai animé même la semaine passée un thème sur l'image de l'entrepreneur. Puis, on ne peut pas condamner la femme qui veut quand même améliorer ou, disons, prendre soin de sa peau. Mais l'important, c'est que les femmes le savent. Il y a beaucoup qui ne savent pas quel produit adapté à tel type de peau. Parce qu'il a fallu, il faut quand même un certain niveau d'intelligence pour rechercher quel est, par exemple, mon type de peau, quel produit adapté. Donc, il y en a quand même qui vont par ignorance parfois, moi, je crois. Parce que je viens d'un pays quand même où je sais que le fléau existe, puis j'ai vu des amis à côté de moi le faire. Là où on parle plus de dépigmentation, c'est quand les femmes arrivent avec des mélanges pas possibles sur la peau. Donc, mais ces mélanges sont quand même, c'est des gens en cosmétique qui fabriquent, même si aujourd'hui ça prend partout, c'est devenu généralisé, où ça se vend un peu partout. Mais toucher vraiment le fond du problème, pour moi, c'est, je n'attaque pas les producteurs et autres, mais je voudrais quand même qu'on revienne sur ça, sur ce que la femme doit faire si on doit toucher ce fléau, parce que c'est bon de corriger son image, c'est bon de vouloir être représentable, c'est bon de vouloir se soigner, mais comment quand même aborder ce côté-là pour ceux qui le veulent sans pourtant détruire la peau, c'est ça. Ok, sans pourtant détruire la peau, vous avez parlé aussi des pharmacies, vous avez parlé des produits cosmétiques. Donc, tout à l'heure, je suis certain qu'à travers nos questions, on va aborder ce point avec Madame Sorel Cosmétique, qui est bien sûr la PDG de Sorel Cosmétique ici au Canada et bien sûr dans le monde entier en ligne. Ceci étant, je pense que M. Sawadogo voudrait répondre à cette question-là.
Bien sûr. Alors, juste sur la dernière intervention, donc, pour moi, en tout cas, à la fin, disons là, le traitement soit bénéfique ou pas, ou bien que ce soit dangereux ou pas, de toute façon, pour moi, que ce soit conscient ou inconscient, les conséquences sont généralement les mêmes et que ça demeure un fléau quand même. Donc, mais la cause fondamentale, tout le monde a essayé de l'aborder ici, c'est vraiment le contact avec le côlon. Je ne crois pas qu'avant le côlon, on parlait de dépigmentation en Afrique. Sûrement que non. Donc, c'est vraiment avec ce contact-là, l'esclavage, et à partir de là, c'est-à-dire toute notre identité, on l'a perdue, comme madame aussi l'a dit tantôt, on l'a perdue. Donc, à partir de ce moment, que ce soit au niveau culturel, ok, au niveau religieux, même au niveau culinaire, c'est-à-dire tout ce qui est blanc, tout ce qui est occidental, c'est ça qui est mieux. Donc, la beauté est sûrement blanche. La culture, la bonne culture est sûrement blanche. La bonne religion est sûrement blanche. Tout est blanc. C'est-à-dire, donc, de ce fait-là, c'est-à-dire tout ce qui est noir maintenant, c'est ça qui devient vraiment ce qui est mauvais. Tout est mauvais pour ce qui concerne le noir, pour ce qui concerne l'africain, et absolument, on tend maintenant vers ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui est l'occidental, ce qui est blanc. Et les femmes, bien sûr, on parle beaucoup des femmes, mais les hommes aussi, il y a des hommes aussi qui se dépimentent. La proportion, bien sûr, est moindre, mais il y en a aussi quand même, donc il faut le dire. Donc, les femmes, la majorité qu'ils font, c'est vraiment pour dire que en faisant ça, je deviens beaucoup plus belle, je vais intéresser beaucoup plus les hommes. Et j'ai lu que, par exemple, au Cameroun, il y a une ville à l'ouest du Cameroun, où, par exemple, si tu es une fille claire, ben, la dot qu'on réclame est beaucoup plus élevée. Parce que toi, tu es clair. J'ai lu ça dans un rapport. Mais c'est triste. J'ai lu la même chose aussi au Mali. Mais c'est ça le fléau. C'est-à-dire que même au niveau de nos parents, c'est-à-dire en fait toute la société, c'est vraiment structurel. Tout le monde est dedans. Pour dire que bon, pour combattre ce fléau, ben, il faut vraiment l'intervention de tout le monde, que ce soit au niveau gouvernemental, au niveau sociétal, la sensibilisation, tout est important. J'apprends aussi de vous qu'au Cameroun, il y a des villes ou des ethnies qui augmentent le prix. Je ne sais pas, Madame Sorel, vous voulez réagir avant qu'on passe au prochain point? Selon mon analyse de tout ce que Monsieur Mamadi vient de dire, c'est une question complètement intrinsèque et complètement profonde auquel tout le monde doit s'attaquer. Mais à parler du Cameroun et du fait que les prix augmentent parce qu'il y a une meilleure couleur, je ne sais pas. Si madame, vous voulez réagir, sinon on va pouvoir passer à la prochaine question. J'aimerais réagir particulièrement sur les expressions qu'on utilise. Monsieur Florent, tout à l'heure, vous disiez que... Oh merde, le mot m'a échappé d'un coup. Mais Monsieur Mamadi, tout à l'heure, parlait, lui, en fait, de tout ce qui est blanc est beau, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est noir n'est pas beau. Attention, ça, c'est juste une conception. Parce qu'il y en a qui, vraiment, pour eux, le blanc n'est pas beau, mais le noir est encore plus beau. Oui, effectivement, dans une région de l'ouest de l'Afrique, les femmes d'une certaine couleur sont soi-disant dotées. Encore là, c'est une influence que la société a sur la femme qui pousseront une femme à se sentir plus valeureuse parce que la tradition dit que plus tu es clair, plus cher tu seras doté. Ça, ce sont tous ces paramètres, ces choses-là qui influencent en fait la progression accélérée de la dépigmentation volontaire de la peau. Et il y a la dame qui a parlé avant, qui parlait d'une question d'éducation, de sensibilisation, parce que les gens ne savent pas quoi utiliser. Mais ça, en fait, c'est une action à devoir prendre pour en fait réduire ou ralentir la dépigmentation. Vous savez, c'est un fléau tellement fort et je l'ai vécu il y a quelques semaines en personne au Cameroun. Quand on parle de chiffres, on multiplie par 5 le pourcentage de femmes qui se colorent la peau au Cameroun, au Mali, au Congo depuis à peine 10 ans, multiplié par 5 à 7. Ça, c'est ce que les journaux nous donnent comme information, mais je pense que c'est encore pire. La dépigmentation volontaire, la sensibiliser, il faut être prêt.
c'est un très, très, très gros morceau. C'est un énorme morceau. Point de vue financier, parce que ça donne de l'argent à ces personnes-là qui y sont impliquées. Et point de vue éducation, ça prendra énormément de temps pour pouvoir amener une femme à comprendre que la dépigmentation, ce n'est pas bon. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ça vient de loin. Je vous assure, aujourd'hui, j'ai un peu commencé à laisser tomber, à baisser les bras, à baisser les bras parce que c'est fort. C'est très fort. Je me rappelle d'une personne qui est au Cameroun, qui est hyper influente sur les réseaux sociaux, qui le dit d'elle-même qu'en un an, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 100. Écoutez bien ça, par 100 en un an. Elle vend des produits qui dépigmentent la peau. Et elle m'a dit, si tu tiens, d'ici 6 mois, viens me voir, je te finance ton projet. Parce que c'est sûr que tu ne vas pas arriver. Quand on vous dit ça en entrée de jeu, tu te dis, mais attends, c'est quoi le truc? Mais c'est possible d'y arriver. Mais la pression est tellement forte qu'à un moment, tu te dis, ben, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais moi-même vis-à-vis de ça? Juste une petite anecdote. Moi, dans mes gammes de produits, parce que j'offre 3 gammes de produits, une gamme pour les peaux ternes, juste pour aller donner de l'éclat, une gamme pour les peaux acnéiques et une gamme pour les peaux abîmées. OK? Mais mon sérum pour peau abîmée, c'est mon sérum le plus riche. C'est mon sérum dans lequel j'ai mis des ingrédients les plus nobles que tu peux trouver. Parce que mon désir était vraiment d'apporter une solution justement à ces femmes-là qui se dépigmentent la peau pour les permettre de revenir progressivement au naturel, mais avec vraiment des ingrédients nobles en termes de pourcentage de manière généreuse pour avoir le produit. Mon produit pour les peaux abîmées vaut 3 fois en prix de revient le prix de mon sérum pour éliminer le teint. Mais c'est un produit que je me sens forcée en tant qu'entrepreneur aujourd'hui de sortir du marché. Il ne marche pas. Les femmes ne s'y intéressent pas. Elles n'en veulent pas. Est-ce qu'elles sont malades? Très malades. Est-ce qu'elles sont exposées à des conséquences dramatiques? Mais c'est visible. Elles en sont conscientes. Mais elles ne sont pas prêtes. À chaque fois, elles te disent, comment je fais pour encore éclaircir? Là, tu te dis, non, madame, arrêtez à ce niveau et revenez. Donc, c'est quelque chose pour lequel il faut être prêt. S'attaquer à la dépigmentation volontaire, ce sera une, je ne sais pas comment appeler ça, mais une campagne, un mouvement de femmes, d'hommes qui se lèvent de manière très forte pour aller combattre ce fléau. Mais en 10 ans, est-ce qu'on serait capable de l'avoir, de le réussir? C'est la question à se poser. Merci beaucoup de ce témoignage et de cette analyse personnelle et aussi globale parce que de tout ce que vous venez de dire, on comprend que il y a beaucoup d'argent derrière. Et si je veux m'en tenir à la sémantique d'une chanson au Cameroun, actuellement, selon ce que vous dites, ça ramène beaucoup d'argent et personne ne serait prêt à lâcher le morceau. Mais je pense que s'il y a autant d'émissions que celles qu'on fait aujourd'hui, des gens aussi touchés comme vous qui font la sensibilisation, à mon avis, on finira par y arriver parce que Rome ne s'est pas construit en un jour et si on abandonne, on n'y arrivera pas. Je vais rapidement, comme ça, donner la parole à Madame Caroline pour savoir, fort de toute cette analyse, pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça se passe, puisque vous l'avez dit chez vous, et d'ailleurs, vous êtes aussi cosmétologue, ça veut dire que vous savez exactement comment ça se passe. Expliquez un peu à ceux qui ne savent pas comment ça se déroule, comment ça se passe la dépigmentation, comment ça se pratique et sur quelle fréquence elle est remarquable. Madame Catherine? Ah, c'est moi. Oui, vous. Ah, je n'avais pas compris, je m'excuse. Je m'excuse. Écoutez, moi, je voudrais déjà rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure et qui est tout à fait vrai. Mais il me semble que la chose la plus importante, c'est que les personnes qui se blanchissent la peau sachent exactement les conséquences. Je crois que c'est là où le bas blesse.
dans la mesure où les informations scientifiques restent entre les scientifiques. Et il me semble que dès l'instant où la femme prendra conscience des dégâts réels qui se passent à l'intérieur de son organisme, bah, ça l'incitera à changer de point de vue. Donc, la dépigmentation, cette pratique se fait avec des médicaments qui sont en fait détournés de leur effet thérapeutique. La plupart des produits qui sont utilisés sont des médicaments qu'on peut s'acheter officiellement sur le marché. Mais alors, pour ce qui concerne l'Afrique, il se passe un phénomène très intéressant, c'est que il y a la plupart de ces médicaments qui sont les dermocorticoïdes, la cortisone, le mercure et j'en passe, ne peuvent être obtenus que sous ordonnance. Et vous avez les marchés africains qui sont inondés. Il n'y a pas un seul pays d'Afrique où le marché n'est pas inondé de ces produits. Vous avez des pharmaciens qui vous vendent ces produits volontairement à la quantité que vous voulez acheter. Et je crois que c'est ça le problème. C'est la disponibilité du produit sur le marché qui permettent aussi à beaucoup de gens de l'utiliser. Mais est-ce que ces personnes-là savent qu'en fait, quand elles commencent à utiliser ces produits, pour la plupart du temps, au bout de 3 semaines, elles sont addictes. Alors, je le dis à qui veut l'entendre, que des personnes qui se blanchissent la peau sont des vrais drogués ambulantes qui s'ignorent. Au bout de 3 mois, au bout de 3 semaines, le phénomène de l'addiction commence à s'installer parce qu'en fait, celles qui utilisent des crèmes, elles utilisent des tubes de cortisone ou des dermocorticoïdes à des quantités énormes qu'elles mettent dans des crèmes pour badigeonner tout le corps. Une fois qu'on a mis des produits sur toute la surface du corps, c'est beaucoup, c'est énorme les quantités qu'elles utilisent. Ces produits pénètrent dans la peau, arrivent dans le sang, rentrent dans tous les organes, jusqu'au cerveau. Alors, si ces personnes sont conscientes qu'elles démolissent leur propre système, et le système immunitaire, et les cellules, et consorts, je pense qu'elles réfléchiront 2 fois avant de décider d'utiliser ces produits. Et je ne parle même pas de celles qui volontairement font des injections. Parce qu'il y a les crèmes, mais il y a aussi les gélules au jour d'aujourd'hui sur le marché. Et on a ces injections qui sont pratiquées même par des dermatologues pour se blanchir la peau. Et je voudrais surtout dire aux personnes qui se blanchissent la peau que ces métaux lourds qui rentrent dans l'organisme ne sortent plus. Et quand elles tombent enceintes, elles partagent le sang empoisonné avec le fœtus. Quelle est la femme qui rêve de tomber enceinte et rendre malade ce futur bébé qui va venir au monde? Et pourtant, c'est ce que la dépigmentation volontaire fait. Alors, je pense que, comme disait tout à l'heure la personne qui a intervenu avant moi, que c'est l'information, mais c'est surtout la connaissance des dégâts qui va vraiment aider à ce qu'on puisse un jour persuader les femmes d'arrêter de se blanchir la peau. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, on est là. Oui, vous avez très bien répondu à la question. C'est pour ça que je me demandais, parce que j'ai vu Sorel en train de nous dire. Je voulais savoir si elle réagit à ça. Oui, vous avez répondu à la question. C'est pour ça que je me demandais, parce que j'ai vu Sorel, vous voulez réagir? Non, je plus sois absolument à tout ce qu'elle vient de dire. C'est vraiment des propos d'une professionnelle, et puis des professionnels comme ça. On en a besoin à côté de nous, on en a besoin autour de nous, on en a besoin également sur le terrain. Mais effectivement, la sensibilisation passera par l'information. Mais moi, j'essaie de me renseigner tous les jours, parce que quand tu es en face de toi une personne qui va te dire qu'elle utilise telle ou telle crème, tu as envie de lui demander mais c'est à base de quoi, ou alors il faudrait que toi tu puisses être capable de pouvoir identifier à base de quoi c'est fait pour pouvoir justement lui parler des conséquences. Donc, non, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et c'est vraiment dommage qu'on ait passé maintenant à un niveau encore plus haut. On est parti des crèmes aux gélules qu'on consomme et maintenant on est sur des intraveineux, donc des injections pour aller se blanchir les prix. Et tout se blanchir la peau. Et tout ça a un prix,
Mais laissez-moi vous dire qu'il coûte extrêmement cher. J'ai vu des femmes qui sont capables de couper la ration alimentaire de la maison en Absolument. deux pour acheter ou se faire des injections dans le coin du marché où aucun paramètre n'est réuni, ou alors tout est réuni justement pour créer une infection, mais elle est bien, elle y va et elles se sont fières, heureuses, s'assument. Et quelque part, ça lui donne, ou ça te donne, toi qui la regardes, le sentiment elle a boosté son estime d'elle parce qu'elle a réussi à atteindre ce palmarès. Il y a du travail à faire, c'est sûr, mais on doit être tous unis pour y arriver. Oui. Je voudrais encore peut-être, je m'excuse, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, la dépigmentation volontaire est vue comme une mise en valeur de soi, en fait, que ça soit au détriment de l'éducation des enfants ou l'argent de la popote qui passe dans des produits dépigmentants, ou même des maris qui achètent des produits pour leurs femmes parce que c'est un signe extérieur de réussite. Ici, en Europe, quand quelqu'un a réussi sa vie, il roule dans la dernière Mercedes, il habite dans une super villa, mais pour beaucoup de femmes, se blanchir la peau, c'est vraiment le signe extérieur de réussite. Et il faut vraiment qu'on arrive à faire passer le message sur les dangers que ça provoque. Oui, merci pour vos interventions. On apprend aujourd'hui qu'il y a des métaux qui restent aussi dans le fœtus. Et cette recherche-là, je ne le savais pas. Je pense qu'aujourd'hui, on en apprend plus. Et peut-être que certaines personnes comme moi en apprennent et pourront prendre d'autres décisions par rapport à cette situation. Et je sais par recherche que dans certains pays, comme je pense le mentionne l'un de nos téléspectateurs, c'est interdit catégoriquement de vendre des produits, mais ça n'empêche cette graduation de vente. Monsieur Savadogo, vous voulez réagir à ça? Oui, absolument. Pour moi, bien sûr, l'interdiction, ça fait partie d'un des moyens en fait pour lutter contre ça. Mais pour moi, l'interdiction, ça n'a jamais été la meilleure des solutions pour quelque chose. Pour moi, il faut vraiment travailler sur la racine. La cause ici, c'est le complexe, disons là, le complexe d'infériorité. On va bien sûr beau parler sur les conséquences, mais elles vont vous dire là, ok, peut-être parce que ces femmes-là ont mal fait. Ah, ben c'est pour ça qu'elles l'ont eu. Ah, mais mon produit est beaucoup meilleur. Je n'aurai pas ce risque-là. C'est comme si quelqu'un on lui dit, ah ben fais attention à la vitesse quand tu prends ta voiture parce que tu peux faire un accident. On a beaucoup de gens qui font des accidents. On peut sensibiliser sur ça, mais il y en a toujours qui vont faire des excès de vitesse. Donc moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus travailler sur la cause, redonner la confiance à l'homme et à la femme noire pour dire que le noir est beau. Tu n'as pas besoin de changer ta couleur de peau. Tu es beau, tu es belle comme ça. Donc c'est comme redonner ce sentiment de fierté-là et comme annuler le complexe d'infériorité, pour moi, c'est ça qui va vraiment faire en sorte que, en fait, les femmes et les hommes, je dis toujours aussi les hommes, parce qu'il y en a, vont arrêter de se dépigmenter la peau parce qu'ils ont une raison fondamentale qui les empêche de le faire et non pas seulement parce que c'est dangereux. Ils vont vous le dire là tout le temps. C'est dangereux parce que telle personne a utilisé le mauvais produit. Moi, j'ai beaucoup d'argent pour aller chercher les meilleurs produits. Et les vendeurs ou les vendeuses aussi peuvent aller jouer sur ça. Ah, mais mon produit est de meilleure qualité. Mais là, quand la personne est convaincue de sa fierté, le fait que le noir est beau, le fait que ma culture est belle, le fait que mon identité est belle, je m'aime comme ça, on doit m'aimer comme ça, on doit m'accepter comme ça, la personne, on n'aurait même plus besoin de lui dire, de faire d'interdiction. Moi, personnellement, je ne le fais pas, mais aucune interdiction, par exemple, c'est pas à cause d'une interdiction qu'on ne le fait pas. C'est parce qu'on est convaincu. Et nous tous qui sommes ici, je ne pense pas que vous le faites parce que vous avez seulement peur des dangers. Mais c'est parce que vous avez la fierté que vous, en tant que noir, vous êtes beau, vous êtes belle. Pour moi, c'est vraiment ça. Pour moi, je voulais intervenir. J'aimerais... Oh, pardon. Mais il est important pour moi de préciser juste un petit détail. C'est qu'en tant qu'esthéticienne, on constate aussi que la peau noire est une peau qui se tache facilement. Donc, dès qu'on a un petit souci, alors je vais prendre le cas de la femme, tous les mois, on sait que nous avons nos menstruations et souvent, c'est accompagné de 1 ou 2 boutons.
Mais ces boutons vont laisser des taches qui ne vont pas partir tout seuls, qui ne vont pas partir d'elles-mêmes. Évidemment, il y a des solutions de gommage, de masque et tout. Il existe plein de solutions. Mais ça pousse certaines personnes à chercher la solution rapide sans se poser la question en se disant « Je vais utiliser ces produits dépigmentants juste pour enlever les taches et après j'arrête ». Ce qu'elles ignorent, c'est que 2 ou 3 semaines plus tard, le système d'addiction s'installe. Et même quand elle voudra arrêter, elle ne pourra plus. Elle est devenue addicte. Elle est au même titre que quelqu'un qui prend l'héroïne ou la cocaïne. Ça, c'est très important d'intégrer cette notion que beaucoup de personnes ignorent. L'autre chose que je voudrais également préciser, c'est aussi chez les adolescents qui ont, avec l'adolescence, beaucoup de problèmes de boutons et qui vont chercher une solution pour faire partir les taches. On sait que les jeunes sont très méchants entre eux. Donc, si vous avez plein de boutons au visage, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Et ça aussi, c'est des victimes parfaites. Et à côté de ça, on a les cosmétologues. Ceux qui fabriquent ces produits font de la publicité mensongère. J'ai vu des produits qui blanchissent la peau avec des carottes. Depuis quand la carotte blanchit la peau? Donc, ils mettent dans ces produits du mercure, de la cortisone, des dermocorticoïdes qui ne sont pas indiqués sur la boîte. Ce qui fait que les gens ne savent pas la dangerosité des produits qu'ils utilisent. Je m'excuse. Pas de problème. Je pense que l'autre Tété voulait dire un mot. Oui, je voulais peut-être poser une question à Madame Sorel, parce que tantôt on a parlé de la pigmentation qui est comme au niveau de l'Afrique, les gens sont malades à vouloir se blanchir la peau. Maintenant, qu'est-ce que vous me direz par rapport à le mot qu'on utilise, vitiligo? Donc, ici en Occident, c'est une maladie, donc c'est une disease de la peau tout simplement, sans pour autant utiliser les produits qui changent la couleur de peau, mais la personne tombe malade de changement de sa peau d'une manière naturelle. Je prendrai l'exemple de Michael Jackson parce que j'ai fait quelques recherches, j'ai lu. Lui, il souffrait beaucoup de cette maladie-là, de vitiligo. C'est alors que son médecin lui a rendu tout blanc son corps. Du coup, il est changé, il est devenu blanc. Alors, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que vous me direz de ça, par exemple? Est-ce que c'est une maladie, ceux qui se changent d'une manière naturelle ou ceux qui sont malades psychologiquement pour aller se faire blanchir la peau? C'est quoi la différence? Madame Sorel, s'il vous plaît. Alors, le vitiligo est une maladie qui entraîne en fait la dépigmentation de la peau. Que ce soit les personnes de peau noire ou de peau blanche, elles peuvent être victimes de vitiligo. J'en ai vu au Cameroun, par exemple, des filles qui le sont. Ça entraîne déjà la dépigmentation. Je ne sais pas si vous avez vu une image de vitiligo. C'est une femme noire qui commence à avoir comme une plaque ici, deux petits blancs. Okay? Bon, pour l'histoire de Michael Jackson, je ne sais pas. Mais à partir du moment où il veut aller égaler la partie noire pour obtenir la peau blanche, hein, il est obligé d'aller sur des trucs très forts. Parce que là, on parle vraiment de décapage. On parle vraiment de décapage. Je pense que là, c'est même plus juste une espèce de dépigmentation, mais c'est encore plus forcé parce qu'on essaie d'aller chercher à atteindre une coloration qui en soi n'est pas sa coloration initiale et qui est un choix, une décision d'aller avoir une autre teinte. En Afrique, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, mais au Cameroun, il y a un phénomène, on va dire, teint caramel, teint métis, teint café au lait, je ne sais pas quoi là, pour en fait les graduer. Donc, quand on te dit, si tu es chocolat et que tu vas aller à caramel, tu changes de une ou deux teintes. Je ne sais pas c'est quoi les critères, parce que il y a des critères hein, et qui sont bien compris et connus de toutes celles-là qui l'utilisent. Je veux 2 teintes, je veux 3 teintes, je ne sais pas s'il y a une machine qui mesure le degré de teinte ou quoi, mais elles vont dire, oh, mais je vais classer de 2 teintes, de 3 teintes, et en fonction de ça, elles ont une prescription des chimistes du dimanche, comme je les appelle. Mais pour revenir à la question, le vitiligo, c'est vraiment une maladie. Vraiment, noir ou blanc, on peut l'obtenir. Je pense que notre dermato sera mieux placé pour nous dire c'est quoi les causes. Mais j'en ai vu en Afrique des femmes qui sont victimes de vitiligo. Mais je vous assure,
elle se cache. C'est vrai que même ici, les femmes qui l'ont, c'est quand même aussi, c'est dur à l'accepter parce que ça fait quand même une démarcation au niveau de la peau. Mais on a vu en fait que dans le monde de la mode, de plus en plus, ils mettent en avant, par exemple, des mannequins qui ont cette problématique. Et tant mieux parce que je pense que ça va venir donner une confiance à celles qui l'ont et la prendront juste comme une maladie ou même comme une force parce qu'elles sont rares, celles qui l'ont. Elles peuvent décider de le traduire comme une force et elles peuvent le voir comme une faiblesse et aller donc dans ce cas chercher des médicaments ou des procédures ou des procédés pour pouvoir aller essayer d'uniformiser et passer donc justement par un décapage complet de la peau. Ok, merci. Merci beaucoup pour la réponse. Je suis vraiment satisfaite. Et je voulais demander à Maman Thérèse Catherine, Maman Tété Catherine, comme disait tantôt Sabrina, si on pourrait sensibiliser les filles qui veulent se faire belles à travers les produits, comme par exemple, moi je vais donner des exemples concrets, comme par exemple Carolite. Carolite, ça ne blanchit pas la peau, mais ça éclaircit, ça donne seulement de l'éclat, pas pour vraiment se décaper la peau complètement, c'est juste pour et clarifier un peu la peau pour être belle. Qu'est-ce que vous conseillerez à ces filles qui vont utiliser Carolite ou soit Skin Light juste pour être belle et pour que leur peau soit un peu claire là, pour être tout simplement belle, sans pour aller plus loin? Qu'est-ce que vous allez les conseiller, Maman Tété? Ben, ce que j'ai envie de dire pour ces personnes-là, c'est qu'en fait, on ne peut pas se dépigmenter la peau à moitié. Dès l'instant où vous utilisez ces produits, en fait, vous vous attaquez à la mélanine. Vous vous attaquez au système de mélanisation. Donc, celles qui veulent un peu ou plus, ce qu'elles vont faire sur la couche basale germinative de la peau, qui est la première couche dans l'épiderme, là où la mélanine se fabrique, en fait, ces produits vont agir sur ces mélanines selon le degré du produit qu'elles utilisent. Et celles qui vont utiliser les produits les plus forts vont aller jusqu'à même stopper. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y a une demi-mesure. Je crois que je vous ai perdu. Non, voilà. Je suis là, on est là. Voilà. Donc, en fait, si on veut vraiment avoir une belle peau, en tant qu'esthéticienne, je peux leur dire que déjà, la peau avec laquelle tu es venu au monde, tu dois l'aimer parce que tu ne peux pas avoir une autre peau. Dieu t'a donné cette couleur, et bien c'est ta couleur, point barre. Maintenant, il existe tout un tas de produits, de procédés pour avoir une belle peau. Quand on fait des gommages, alors on peut faire des gommages avec du miel, du sel, un petit mélange, hein, miel, sel, citron, pour faire un gommage de peau. Après, on peut, avec des fruits, comme par exemple l'avocat, et l'avocat mélangé avec du miel, un peu d'huile, on peut fabriquer des super masques. Ça, c'est des solutions. Il existe des solutions pour avoir une belle peau. Maintenant, la question qui se pose, qu'est-ce que c'est une belle peau? Est-ce que c'est la peau de l'autre que je veux aller chercher ou est-ce que c'est ma peau naturelle que je veux mettre en valeur? C'est aussi simple que ça. Mais celle qui dit, moi, je veux juste éclaircir un peu, elle est déjà dans la recherche de changement de couleur de peau. On peut améliorer, on peut rendre jolie sa propre peau, mais on ne peut pas aller chercher une autre peau. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, c'est une maladie psychologique qu'il faut traiter au niveau de notre communauté culturelle, alors? Absolument, mais il y a une chose aussi que je voudrais préciser. Dans mon travail de recherche, j'ai été surprise de découvrir, parce que je ne m'y attendais pas du tout, de découvrir que la maltraitance et la violence domestique a provoqué chez certaines femmes, si vous voulez, cette envie de changer de peau pour voir une autre personne dans le miroir. Je donne un petite anecdote d'une personne que j'étais en train d'interviewer. Et au bout de 2 minutes, elle me dit, écoutez, vous arrivez de Genève et vous venez critiquer, avoir des idées là. Mais moi, je vais vous dire une chose, madame. Si on vous a violé et que vous vous sentez sale et qu'aucun savon ne peut vous rendre propre, se blanchir la peau,
m'a permis de voir une autre personne dans le miroir et enfin je peux vivre. Alors vous, vos discours là, vous pouvez les mettre où je pense. J'étais très choquée. D'abord, je les remerciais d'avoir spontanément fait cette confidence, car loin de moi l'idée de faire le rapprochement. Donc effectivement, cette personne-là, je ne peux pas l'accuser par rapport à ce qu'elle avait dit, qui est quelque chose de lourd. Ce changer de peau, pour elle, était la seule façon qu'elle a trouvé de pouvoir se regarder dans le miroir, de pouvoir être une autre femme et de ne plus se sentir sale. Alors, quand on parle de dépigmentation, effectivement, on doit tenir compte des paramètres de tout à chacun. Bien sûr, toutes les femmes n'ont pas vécu cette expérience-là, mais les femmes qui sont battues, les femmes qui sont humiliées, des femmes qui sont traitées comme des moins que rien, oui, ça génère cette envie. Mais à toutes ces femmes-là, je leur dis de ne pas ajouter un problème au problème. Pensez-vous à quelle fréquence cette dépigmentation peut être remarquable? Admettons qu'on commence aujourd'hui, c'est à quelle fréquence ça peut être remarquable sur la peau d'une personne ou l'autre? À quelle fréquence? Madame Sorel ou Madame Thérèse? Ça dépend toujours du pourcentage d'actifs qui est utilisé. Et puis, on ne devrait pas parler de quelle fréquence, quelle durée, parce qu'on n'est pas en fait en train de faire un traitement de 6 jours ou 10 jours, mais on est en train de penser à une décoloration de la peau tout simplement. Moi, souvent, effectivement, les gens vont me dire « Ah, ben après combien de temps ça marche ?» Non, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'habitude, comme on demande de le faire quand il s'agit de la perte de poids. C'est une question d'habitude, de routine à devoir installer qui vous donnera sur un long terme, comme dans la prise ou la perte de poids, une certaine habitude et vous permettre d'avoir un teint qui soit plus éclatant. Donc, à partir du moment où quelqu'un vous donne un délai d'utilisation, je commence à douter sur la qualité de ces produits parce que seuls les actifs puissants vous diront 24 heures, 48 heures, 10 jours propres. Exact. Sinon, non, ça ne le fait pas. Ok, ben merci beaucoup, Papa Laurent, à vous la parole. Je vais vous répondre encore sur quelque chose que j'ai vécu moi-même. J'ai assisté une fois à un décapage. J'ai tout essayé pour convaincre la personne de ne pas le faire, mais elle a décidé qu'elle allait le faire. Du coup, j'ai décidé d'assister et je suis restée 2 jours. C'est un membre de ma famille, en fait. Ça a duré 24 heures. Wow. Elle a mis des produits dont j'ignore ce qui était dans les produits. Elle s'est badigeonnée et elle a mis du papier, elle a filmé tout le corps. Elle avait une personne qui l'aidait à mettre du plastique pour filmer tout le corps. Et ensuite, ils ont rajouté du papier, comment on appelle ça, le papier d'alu. Donc, elle était vraiment bien emmaillotée dans tout ça. J'ai assisté à la séance. Et elle m'a dit, reviens demain soir et tu verras le résultat. C'est vrai. En fait, ce qui s'est passé, les produits ont brûlé la première couche de la peau. Ce qui fait que quand elle s'est lavée, eh ben, en fait, en dessous de la peau noire, qui est la couche cornée, qui est des cellules qui sont mortes en fait, eh ben, elle était d'emblée claire, mais elle était rouge. Elle était rouge et la solution, c'était de se badigeonner de cortisone. Elle s'est tartinée pendant 1 semaine de cortisone pour réduire la douleur et tout ça. Donc, effectivement, ils sont malades. Moi, j'appelle ça être malade. Celles qui tombent dans cette folie, elles sont prêtes à tout et je l'ai vu de mes propres yeux. Alors, merci pour ce témoignage, merci vraiment. Merci pour toutes ces réactions et je remercie aussi nos téléspectateurs qui ne cessent de nous envoyer des messages inbox pour réagir à ce débat qui semble vraiment toucher beaucoup de personnes de nos communautés. Il est vrai que peut-être c'est un débat qui ne plaît toujours pas, mais il faut bien le faire. Voilà, comme vous le savez, à notre émission, nous avons toujours la minute de l'entrepreneur. La minute de l'entrepreneur, c'est 7 minutes que nous accordons à un entrepreneur de la place pour présenter son produit, pour parler d'elle et pour parler sûrement et certainement de l'intérêt que nous pouvons avoir
pour ce produit ou pour la personne et ses services. Aujourd'hui, nous recevons Madame Bernadette Tanier qui va sûrement nous parler rapidement de ses produits et de ses services. Madame Tanier, bonjour et bienvenue à notre émission. Bonjour, Monsieur Florent. Bonjour à tout le monde. Alors, vous avez la minute de l'entrepreneur. On vous écoute. OK. Avant de commencer, je tiens vraiment à dire merci à tous les panélistes, toutes les personnes qui ont intervenu. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et c'est vraiment un sujet qu'il fallait en parler, qui touche beaucoup la communauté, en fait, l'essence de qui on est. Donc, ça me parle énormément et merci pour les interventions. Je vais me présenter. Moi, je suis Bernadette, comme Florent a dit. Je suis en fait je suis ce qu'on appelle une stratège d'affaires. Donc, ce que je fais, c'est que j'aide les entrepreneurs et les personnes à atteindre leurs objectifs et aussi à vivre une vie épanouie. Autrement dit, en fait, dans les services qu'on offre chez nous, c'est on met des stratégies en place parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes veulent réussir. Ça, c'est vraiment ce qui est commun à tout le monde. Tout le monde veut réussir. Cependant, plusieurs personnes se demandent encore aujourd'hui comment je fais pour y arriver. On a cet entrepreneur qui démarre en affaires. Comment je fais justement pour monter mon affaire? Ou cet entrepreneur qui est en croissance ou qui a déjà bâti une affaire, qui est déjà en entrepreneuriat. Comment je fais pour avoir plus de... Comment je fais pour optimiser mon entreprise? C'est vraiment là où nous, on intervient et particulièrement moi avec mon cabinet. C'est vraiment, on met des stratégies, on met vraiment des plans en place, des plans tout faits, bien bâtis en fonction de l'objectif de l'entrepreneur pour qu'il puisse justement atteindre ses objectifs. Je dirais ça facilement, on lui trace le chemin pour l'atteinte de ses objectifs. Et on met un accent particulier chez nous sur l'action, dans le sens qu'on amène les entrepreneurs avec qui on travaille, les chefs d'entreprise avec qui on travaille, à passer à l'action. Et quelque chose aussi qui est très fondamental dans nos services, c'est qu'on tient à ce qu'on ait des entrepreneurs qui prospèrent. Ils prospèrent non seulement au niveau de leur entreprise, mais aussi au niveau personnel. Donc ça, c'est un peu nos services. Et pour en dire plus, je vais comme revenir à ma présentation pour que vous puissiez un peu plus me connaître. Moi, en fait, je suis propriétaire d'entreprise. Donc, quand je travaille avec les clients, c'est aussi du pratico-pratique. Je suis aussi investisseur. Je suis mère de 5 enfants, donc je sais ce que c'est que la conciliation entrepreneuriat et affaires. Et je suis investisseur dans les entreprises immobilières. Donc, on a vraiment une équipe et un bagage qui est assez important pour accompagner les personnes qui veulent avancer, qui veulent atteindre leurs objectifs. Donc, je vais laisser si les gens ont des questions pour en parler. Pour ça me fait plaisir de... Merci beaucoup, Madame Tanier. On va espérer que vous puissiez peut-être un peu plus tard, s'il y a des gens qui ont besoin de vos services, ils pourront vous contacter sur votre site Internet. Vous en avez? Oui, sur Renaissance Coaching, sinon sur la page Facebook aussi. Et sinon, on va le diffuser à tout le monde. Parfait. Merci. Donc, Renaissance Coaching, le site pour pouvoir avoir un accompagnement au niveau, bien sûr, de la création ou de la gestion de votre entreprise. N'hésitez surtout pas. J'en profite pour remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent tous les jours. Je pense à la Calebasse et à son propriétaire, M. Adama Konsega, qui nous écoute depuis l'Afrique. Je dis aussi merci, bien sûr, comme ça, rapidement, à notre maître Movanira Issège, maître Harvey aussi. Je dis merci à tous nos partenaires qui sont toujours avec nous, que nous allons regarder une seconde avant de continuer pour la dernière tranche d'heure de notre émission. Alors, de retour à notre émission où nous parlons de la dépigmentation. On a encore 25 minutes pour terminer et on va donc aller au concret maintenant. Ma question va directement s'adresser à Madame Sabine. Sabine. Oui. Le fait que la plupart des femmes à qui on donne le micro, vous leur demandez pourquoi elles se dépigmentent, elles indexent directement les hommes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ça? Ah oui, c'est une vraie réalité là, parce que avant d'immigrer ici, vous m'entendez? Oui, très bien. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens du Bénin
Puis moi, en tant qu'entrepreneur à l'information sur le terrain, on a rencontré beaucoup de femmes qui ont été sujets de ça, des maris qui ont, comme on le dit fréquemment en Afrique, des seconds bureaux, qui délaissent la femme à la maison et parfois quand elles font des enquêtes, elles trouvent que la madame qui est dehors, elle est claire. Dans sa tête à elle, c'est que c'est parce qu'elle est claire, parce qu'elle prend bien soin d'elle. Dans sa tête, c'est prendre bien soin d'elle qui demeure. Donc, c'est pour ça qu'elle, l'autre, elle est délaissée chez elle. Puis, il y a même des hommes qui financent ça chez leurs femmes. Oh, okay. Mais le problème ici, c'est on peut attaquer la femme, on peut attaquer les gens qui le font, mais il y a plusieurs causes à la base. Il y a des femmes qui ne s'acceptent pas déjà, comme les autres panélistes l'ont dit, qui ont des problèmes d'acceptation de soi, il y a ce phénomène. Mais regardez aussi sur le plateau les femmes qui interviennent, que ce soit moi, que ce soit Madame Caroline, que ce soit Madame Sorel. On est comme des femmes aussi modèles. Puis, on oublie souvent qu'il y a des jeunes filles qui vont prendre d'autres femmes comme modèles pour dire « je veux ressembler ». Comme aussi, on voit aujourd'hui sur Internet beaucoup de blogueuses qui interviennent, qui vendent leurs produits, qui disent de quoi. Puis, la jeunesse veut accompagner, veut suivre. Donc, il y a plusieurs facteurs à la base qui emmènent les femmes à dire « je veux changer ». Je sais pas comment le dire, en tout cas, je veux me transformer, je veux ressembler et tout ça. Mais le facteur majoritaire aussi en Afrique, chez nous, souvent, c'est plus les hommes. Les hommes qui aussi, dans leur tête, veulent avoir des femmes claires chez eux, veulent avoir des femmes qui sont pas noires, pour le dire généralement comme ça. Et ça emmène beaucoup de femmes à rechercher la solution sans savoir parfois à quoi elles s'exposent. C'est une réalité. Vous nous accusez directement. Non, je n'accuse pas. Je ne vous accuse pas du tout, mais la réalité qui existe, quand vous délaissez la femme qui est à la maison pour aller chercher une autre dehors, qui, elle, prend de votre argent en plus pour essayer de changer ou de s'améliorer. Parce que on sait que chez nous, en Afrique, la femme se sent aussi à l'aise quand elle est dans un foyer. Arrivé à un certain moment, les femmes sont complexées quand elles ne sont pas déjà avec un homme. Et aussi, il y a ce phénomène qui existe qu'on veut paraître, on veut être belle, on veut se faire désirer par l'homme qu'on choisit. Puis il y a le phénomène de la polygamie qui existe ou des seconds bureaux qui existent. Donc, il y a beaucoup de choses qui agissent et certaines femmes qui ne se connaissent pas davantage, qui ne s'acceptent pas, virent radicalement de ce bord-là sans connaître les conséquences, en fait. Donc, oui, on vous accuse un peu, mais on ne vous accuse pas en toute partie. J'ai vu monsieur Sawadogo faire un bond quand vous avez dit les hommes. Je vais le laisser réagir. Ben, en fait, je suis complètement d'accord avec elle. Hein. Oui, honnêtement, c'est vrai. C'est vrai parce que si les femmes le font, c'est pour qui? C'est parce qu'elles pensent que, sincèrement, que les hommes veulent ça. C'est ce que les hommes veulent. C'est ce que les hommes trouvent beau. Et puis, la vérité, écoute l'exemple que j'avais donné tantôt. Quand tu es clair, ta dot est beaucoup plus élevée. Donc, c'est normal parce que tu es désiré par la jeune masculine. C'est ça la réalité. Donc, le travail, c'est pas la sensibilisation, ce n'est pas seulement au niveau des femmes. C'est pas les femmes uniquement qu'on doit sensibiliser. Il y a les hommes aussi. Parce qu'elles le font pour les hommes. Beaucoup, c'est comme ça. Elles le font pour les hommes. Mais la cause fondamentale pour moi, ça demeure le complexe d'infériorité de l'homme grand H, noir, disons là, devant tout ce qui est blanc. C'est ça la cause fondamentale. Mais tout ce qu'on voit après là, ce sont des conséquences. Le fait que il faut que je me dépigmente pour que les hommes me désirent, c'est la conséquence du complexe d'infériorité de cet homme noir-là. Le fait qu'il faut que je me dépigmente pour avoir le boulot, parce que ça aussi c'est une vérité. Imaginons deux filles, par exemple au Burkina, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, qui arrivent à une entrevue, toutes choses égales par ailleurs, je veux dire, toutes les compétences étant égales, ou même pas, la fille claire va toujours avoir le poste. Voyons donc. Oui. Non, mais c'est vrai. Allez-y. Bon, écoutez, moi, je ne sais pas où est-ce que vous avez vécu, mais je sais que c'est la vérité. Qu'est-ce que je suis en train de dire?
Je ne veux pas. Je voulais intervenir. Je ne vais pas aller à la morte, mais je dis une croix rouge en fait sur votre dernière intervention. L'homme ne peut pas être la conséquence de la dépigmentation de sa femme. La question n'est pas la cause, pas la conséquence. Ou la conséquence, peu importe. Il s'agit d'un acte volontaire qu'une femme mature a pensé, a décidé de faire, de prendre un cortison et de l'appliquer sur son visage. Personne ne le fait à sa place. C'est un problème identitaire. Elles devront, et c'est ça qu'il faudrait que nous, en fait, on fasse. C'est de les enseigner. C'est de leur faire comprendre qu'elles, en tant que personnes, elles ont une valeur. Elles, en tant que personnes, elles sont belles. Le développement personnel, on doit le transférer chez nous. Quand les femmes aussi, chaque matin, se lèvent et qu'on leur dit, pour booster ton estime de toi, mets tes post-it devant ton miroir. Répète-toi tous les jours, je suis belle, je suis belle. Elles commencent à ancrer dans leur tête qu'elles sont belles. Et quand une femme se sent belle, peu importe la couleur de sa peau, peu importe la situation, qu'elle l'entre, elle l'entre avec assurance et personne ne viendra la juger. Celui qui la juge, la jugera, mais en elle sera en paix. Il n'y a pas un homme qui va dire à une femme, je te préfère plus blonde. Et elle, qui est en fait sûre que son côté noir est plus beau, ira se décaper la peau. Moi, je suis une commerçante, moi, je suis une femme d'affaires, mais je vais vous dire un truc. Parfois, on joue sur la psychologie des femmes pour vendre nos produits. Quand tu as une femme en face de toi qui n'est pas sûre de ce qu'elle veut, tu lui vends ce que toi, tu veux lui vendre. Mais quand tu as en face de toi une femme qui connaît sa valeur, qui sait ce qu'elle veut, tu lui vendras ce qu'elle désire et non ce que toi, tu désires. On doit travailler sur nos mentalités. C'est de ça qu'il s'agit. On doit travailler sur nos mentalités. Moi, quand j'ai une femme qui vient vers moi et dit « Oh, je ne sais pas, je fais une vente, c'est garanti. » Parce que là, je lui vends ce que moi, je veux. Mais il y en a qui savent ce qu'elles veulent. Moi, j'ai un problème tel et je veux résoudre ce problème. Tu tournes, tu fais ton speech. Quand elle revient, est-ce que ça répond à ma problématique? Là, elle sait ce qu'elle veut. Comment moi, une femme adulte et vaccinée comme moi, un homme va me dire « Je préfère te voir plus blanche. » J'irai le faire. Je le ferai parce que j'ai décidé de le faire. Mais quand j'accepte que quelqu'un me le dise, c'est parce que je ne crois pas en moi. Parce que quand tu sais que tu es belle, la manière dont tu entres, la manière dont tu parles, ta posture, ton gestuelle, ça parle pour toi. Tu rentres avec la tête comme ça, machin, nana, ben évidemment, non, si tu te sens complexé vis-à-vis de la brunette dans la salle d'attente, mais évidemment, ça va jouer sur comment on dit ça en français, ta performance pendant l'entrevue. On doit travailler notre mentalité. Une femme doit se savoir belle, d'abord pour elle et après pour les autres. De cette manière, on avancera un tout petit peu. Voilà pour mon intervention. Ok, on vient de sentir un peu le son un tout petit peu monter là. Et puis, si je peux intervenir, s'il vous plaît. Oui, je vais vous donner la parole. Cependant, je vais limiter vos interventions à maximum 1 minute et demie. Okay. Parce qu'on a encore 15 minutes et on a encore 2 questions très primordiales auxquelles nous devons répondre. Pour le moment, il y a M. Sawadoro qui demandait un droit de réponse. 1 minute, M. Sawadoro. Absolument. En fait, moi, ce que j'ai dit, je n'ai pas dit que c'est l'homme qui dit à la femme d'aller se décaper. Non, jamais j'ai dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que les femmes font ça parce que dans la société, c'est ce que les hommes veulent. À 2 femmes qui sont là, généralement, les hommes vont toujours préférer la femme blanche, la femme claire, c'est ce que je veux dire. Et ça, c'est la cause. La cause est ailleurs. Donc, je dis qu'on ne va pas mettre l'accent juste sur la sensibilisation des filles. Il faut sensibiliser aussi les hommes pour dire que toi, en tant qu'homme africain, là, tu ne vas pas essayer de tout faire pour... Il y a beaucoup d'hommes en Afrique là, qui veulent se marier à des femmes blanches, des vieilles femmes blanches. Tout ça, c'est quoi? C'est le complexe d'infériorité. Parce que même si la personne a l'âge de ta grand-mère, c'est la meilleure personne parce que tu as réussi le fait d'épouser cette personne-là. C'est ce complexe-là sur lequel il faut travailler. Parce que les femmes le font, c'est la vérité, les femmes le font en majorité parce que c'est ça. On a beau leur dire que fais confiance en toi, ok, elle va rester noire, ok, et dans la société, il n'y a personne qui va vouloir d'elle. Je veux dire, les hommes. Monsieur, je vous remercie de votre intervention. Sabine, 1 minute. Oui, je suis d'accord avec Madame Sorel, mais ce qu'on oublie, c'est que aujourd'hui, nous entrepreneurs, on aide les femmes à booster
booster le développement personnel. Mais on part d'une couche à la base qui ne s'accède pas encore, qui n'est pas encore à ce niveau de développement personnel. C'est nous qui faisons aujourd'hui le travail pour les booster. Mais ça existe ces réalités, même ici, là où on immigre, dans notre communauté culturelle d'ici, ça existe ces réalités où les femmes veulent des produits pour s'éclaircir la peau. Les femmes veulent. Il y en a qui s'y affrontent, pas par choix parfois, mais qui y vont. Mais ce qui est à la base, c'est que les femmes recherchent quelque chose. Oui, mais même, il y a des femmes qui vous diront, quand on me dit, regarde-toi dans le miroir, sois belle, sois confiante, elles te diront, j'ai besoin de ça aussi pour l'être. Donc, le travail à la base aussi, c'est ça, moi je reviens toujours dessus, ceux qui font le produit, parce que comme Madame Caroline l'avait dit, il y a des produits qui vous rendent accro à ça, parce que vous prenez un produit à la base, on parle de l'hydroquinone, moi j'ai toujours lu sur les produits l'hydroquinone qui est à la base aussi, qui est un facteur de dépigmentation. Mais combien de femmes savent que l'hydroquinone, c'est un produit qui dépigmente la peau? Donc, ça apparaît dans beaucoup de produits cosmétiques de nos jours. Et puis, ceux qui font le produit aussi à la base, ils veulent amener le client à acheter. Donc, tu prends un produit, tu l'utilises, ça commence à travailler sur ta peau. La dame va dire, ah oui, c'est bon. Il y a aussi les hommes qui se dépigmentent. Donc, en fait, oui, il y a le développement personnel à booster, mais c'est un phénomène qui existe et qu'il y a aussi les hommes qui sont à la base qui poussent des femmes à faire ce choix parfois. Merci beaucoup, Madame Sabine. Je vais donner 1 minute à notre invité de l'heure de l'entrepreneur, de la minute de l'entrepreneur. 1 minute, pas plus, s'il vous plaît. OK. Donc, merci. Je vais intervenir par rapport justement aux solutions. J'ai beaucoup apprécié l'intervention. Je ne pense pas que l'homme soit la cause parce qu'en fonction des femmes, il y a une raison associée. Il y a une femme qui va dépimenter, qui a un foyer heureux, mais qui se dépimente pareil. On en trouve même ici en Occident. Il y a des femmes qui vont dépigmenter justement pour chercher le travail ou pour chercher un homme. Cependant, je pense qu'il est important qu'on puisse aussi agir à la source. On ne l'a pas souligné beaucoup, mais dans les familles aussi, nous comme mères, nous comme femmes, de sensibiliser les jeunes enfants à s'aimer. Parce qu'au fond, quand on grandit, on est la conséquence en fait de tout ce parcours en fait. Donc, si on commence déjà à donner une estime de soi à la femme, qu'elle est belle, qu'elle peut tout accomplir en fonction de peu importe sa couleur, qu'elle est une femme extraordinaire, que ce qu'elle est en fait ou sa différence, si elle est dans le contexte en fait occidental, c'est en fait ça sa valeur, c'est en fait ça qui l'identifie au fond. Je pense qu'il y a aussi une éducation qu'il faut qu'on fasse auprès de nos enfants, qu'il faut qu'on fasse dans la jeunesse, qui feront justement d'eux les adultes de demain. Et je pense aussi qu'on a aussi une responsabilité collective, c'est-à-dire on ne peut pas négliger l'apport d'une personne. Une personne qui s'affirme, qui est belle, qui le dit, qui s'assume, impacte une autre femme. Donc c'est vraiment une responsabilité. Je souligne vraiment le côté familial où on peut agir chez les jeunes, mais aussi le côté individuel, en plus du côté collectif, justement, de faire des campagnes. Et chaque personne en apprendre l'habitude de s'aimer, de s'apprécier. Je vais terminer avec quelque chose qui m'a toujours fait rire un peu. Excusez-moi, je pense que je n'ai pas terminé ma minute. Aussi. Très souvent, quand on voit une femme qui est brune, on apprécie plus rapidement. Il faut aussi que nous-mêmes, comme personnes, on valorise les femmes qui sont naturelles. On valorise les femmes, même quand on les voit ensemble, qu'on mette un accent là-dessus. Ça va pousser aussi les gens ou les femmes, justement, à trouver qu'il y a une richesse, en fait. Elles vont découvrir la richesse qui est cachée en arrière. C'était mon apport. Merci pour votre apport. Je pense que Madame Kalanga voulait dire un mot. Oui, personnellement, ce que je pourrais dire est que être clair de peau ou être noir de peau, ça n'a pas rapport dans la société pour qu'un homme puisse aimer plus celui qui est de teint clair. J'ai déjà vu dans la société beaucoup de femmes qui ont des teints clairs, mais que leur mariage a brisé pareil, qu'un homme a abandonné la femme claire pour aller se lier avec la femme qui a la peau noire. Alors, à la base, il faut tout simplement qu'une femme puisse se valoriser. Comme a dit Mme Sorel tantôt, une femme doit savoir qu'elle est belle, peu importe qu'elle soit claire ou noire, peu importe sa type de peau. C'est une femme qui a des valeurs, c'est une femme qui a des capacités, c'est une femme qui est capable de paquer d'autres femmes autour d'elle. Donc, ça n'a pas rapport, la peau n'a pas rapport à des problèmes que nous avons dans les couples ou dans les familles, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas si Mme Sorel est d'accord avec moi sur ces points.
Je pense que c'est un point qu'on va, Madame Sorel, j'imagine on traverse le point parce que le temps est imparti, on a encore 10 minutes. Vous avez encore une réaction, Madame Sorel? Non, non, je vous laisse la parole. Parfait. Ce que j'aimerais aussi souligner ici, c'est que oui, vous indexez, les gens vous indexez, je pense que le besoin est directement lié à un self-esteem. Et comme le disaient la plupart d'entre vous, il faudrait développer son self-esteem, sa confiance en soi pour pouvoir avancer. Et oui, éventuellement, on parle des Noirs qui regardent beaucoup plus à se transformer, à être blanches. Par contre, il y a presque un basculement qui est en train de se passer. On voit plusieurs femmes blanches qui apprécient beaucoup la peau noire et qui essayent chaque fois d'aller se bronzer et tout pour revenir et éventuellement avoir une teinte un tout petit peu noire. Et beaucoup d'hommes blancs essayent de prendre des femmes noires parce qu'ils trouvent que les femmes noires sont très, 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 très belles. Alors, je pense que ça, c'est une situation qui, jusqu'à présent, est toujours très ambiguë. On va passer au prochain point. Je salue tous nos téléspectateurs et toutes celles qui interviennent. Je salue Carole Motive qui dit que la dépigmentation de la peau, pour elle, est un choix. Donc, ce n'est pas influencé par qui ou par quoi que ce soit. Ça, c'est Carole. Alors, ma prochaine question. On avance déjà vers la fin. Je m'adresse rapidement à Madame Tété Catherine depuis la Suisse. Madame Catherine, en brossant très brièvement les conséquences, on aimerait que vous nous dites un tout petit peu, est-ce que vous croyez que c'est un phénomène planétaire qui pourrait très rapidement s'enrayer ou pas du tout? Bon, ça, c'est une grande question. Pour moi, oui, c'est un problème planétaire. Maintenant, encore une fois, les raisons pour lesquelles les gens se blanchissent la peau est différente selon là où ils se situent. Mais il me semble que ce qui nous concerne, nous, c'est la communauté, c'est la peau noire. Exactement. Je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à ce qui avait été dit, à laquelle j'adhère complètement. Il y a un autre facteur qui a le manque d'indépendance des femmes. Si je regarde plus en Afrique, nous qui sommes de la diaspora, les femmes ne sont pas pour la plupart indépendantes financièrement. Exact. Et il me semble que ça doit être aussi un des facteurs qui pousse certaines femmes à céder au désir de l'homme ou à la concurrence de la coépouse ou les enfants de la coépouse qui en fait, je trouve que la polygamie a quelque chose de vraiment désastreux, c'est que ça livre les femmes en bataille. Elles sont en concurrence permanente entre les jeunes, les vieilles et les... voilà. Donc, je voulais juste souligner ça. Maintenant, par rapport à la situation actuelle, moi-même, j'observe un changement chez la jeunesse, ce qui me réjouit beaucoup, hein, qui sont très fiers, cette mode de Mappy qui va avec justement la fierté d'avoir la peau noire. Je trouve que là, on a commencé un petit pas, mais c'est vraiment un petit pas par rapport au nombre de personnes qui se blanchissent la peau. Et il me semble que le salut va venir de la jeunesse. En fait, j'ai presque envie de dire que celle qui se blanchit déjà la peau, elle est foutue. Elle est foutue dans la mesure où il y a la dépendance aux produits, donc ça va être très compliqué pour elle d'arrêter. Bien sûr, j'invite toutes celles qui ont envie d'arrêter d'aller voir un médecin pour faire vraiment un programme de sevrage. On peut y arriver. Dans mon institut, j'ai eu plusieurs femmes que j'ai moi-même accompagnées avec l'aide de médecins à travers mon ONG. On a pu accompagner des femmes et on a obtenu des résultats extraordinaires. Donc, c'est possible d'arrêter, mais ce n'est pas facile. Et moi, je miserais sur la jeunesse pour que, en fin de compte, qu'ils ne commencent pas. Parce que tant que tu n'as pas passé le pas, effectivement, il reste de l'espoir. Et c'est très encourageant de voir cette nouvelle génération fière d'être noire. Parce que finalement, notre couleur de peau, c'est notre carte d'identité. Et il est vraiment temps de le préserver. Oui. Allô?
Oui, je disais, j'étais muté, excusez. Je disais merci beaucoup pour cette intervention. Je vais prendre l'avis de Sorel sur ce point. Sorel est aussi muté. Ok, excusez-moi, j'étais un peu partie à plus comprendre ce qu'elle disait, Madame Tétette. Est-ce que je pourrais réécouter la question, s'il vous plaît? C'est la même question. Vas-y. Bon, la question est, est-ce que vous, quelles sont très brièvement les conséquences qui viennent de ce problème-là, les conséquences, et est-ce que vous croyez que c'est un problème qui va s'enrayer? Et comment? C'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais une boule de cristal que je vous l'aurais dit. Je pense que ça va se faire, mais c'est une question de temps. Combien de temps? Je pense qu'il est très long parce que c'est en pleine croissance. Le pic monte. Il faut effectivement un grand mouvement de sensibilisation qui commence par nous-mêmes, comme disait la coach tantôt, qui commence par aimer même nos prochains, bien qu'elles soient peut-être pas claires de peau. À nos maris de savoir reconnaître qu'on est belle, quand on veut s'affirmer qu'on est belle. Je pense en tous les cas que c'est un processus qui prendra du temps. Je ne pense pas que ça va aller dans les 5-10 prochaines années, mais je l'espère. Mais ce que j'ai constaté, en gros, c'est que c'est vraiment très croissant. Il y a quand même beaucoup de femmes qui essayent de revenir au naturel, qui s'intéressent au naturel et qui adoptent les produits naturels. Mais en comparaison avec l'autre côté de la chose, la balance est vraiment beaucoup plus forte de l'autre côté. J'espère. De toutes les façons, si on commence à régresser de l'autre côté, ben ça nous donnera une ascension côté professionnel. Alors, nous espérons de vive voix que ce sera fait d'ici bientôt. Super. Merci infiniment pour la même question. C'est bien sûr l'avant-dernière question. Je vais laisser Madame Sabine réagir. Oui. Réagir par rapport à tout ce qui a été dit. Par rapport à la question qui a été posée, oui. Oh. Je trouve que oui, c'est le plus grand effort, c'est de la part de nous qui avons conscience que ça ne va pas et d'aider celles qui en ont besoin pour pouvoir s'en sortir aussi. Mais aussi proposer moi je préconise si les cosmétologues ou autres peuvent offrir aussi des séances de conseils pour accompagner ces femmes, ce serait bien. Parce que moi, je dis, on peut parler de tous les facteurs, on peut parler de tout ce qu'il y a, mais il y a aussi la prise de conscience dès la base qui manque. Et on ne peut pas éradiquer du jour au lendemain ce fléau, ça c'est clair, mais petit à petit, on pourra y parvenir avec la jeune couche qui prend éveil et aussi, si on peut apporter une solution à notre endroit, ce serait l'idéal. Merci. Est-ce que ça marche? Oui. Merci beaucoup, Sabine, d'avoir réagi. On va aussi prendre la réaction de Bernadette et ensuite on va terminer. Bernadette? Oui, désolée, mon micro était aussi sur mute. Ma réaction est vraiment, en plus de tout ce qui a été apporté, de ne pas rentrer dans le jugement face aux personnes qui se dépigmentent, parce que c'est souvent, en fait, le pont, justement, à les pousser encore plus là-dessus, de les apprendre à s'aimer. Et on a parlé beaucoup du développement personnel, mais d'aller tirer vraiment des éléments concrets, la capacité à accomplir des choses, en fait, d'accomplir justement les dons qu'elles ont reçus, les projets qu'elles ont en elles. Ça va permettre, en fait, qu'elles reprennent confiance en elles et justement que ce soit du concret. Mais c'est vraiment deux aspects que je voulais amener, c'est aller vraiment motiver les femmes à s'accomplir comme ça, à s'accomplir au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau développement de soi et aussi de ne pas rentrer dans le jugement quoi qu'il arrive. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors voilà, c'est avec cette dernière intervention que nous allons clore notre émission. Je vais vous laisser le dernier mot, le mot de fin. Un message direct à toutes les personnes, hommes et femmes,
qui font bien sûr de la dépigmentation, un message direct éventuellement aux personnes décisives au niveau peut-être parce qu'il faut le reconnaître, les États aussi sont assez permissifs par rapport à ça. S'il y a un message que vous avez direct, je vais laisser à chacune l'opportunité de le dire. Et ensuite, aussi nous dire où vous trouvez et comment vous contacter. Je commencerai par Madame Tété Catherine. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez bien fait de soulever le problème des États. Si je prends par exemple l'Afrique, vous avez beaucoup de pays qui hébergent toutes ces usines qui fabriquent ces produits dangereux et qui obtiennent des autorisations pour pouvoir le fabriquer. Donc là, il y a un gros problème au niveau des douanes parce que c'est un marché énorme qui rapporte beaucoup d'argent. Donc, on ferme les yeux. Il semblerait que le marché du blanchiment de peau rapporte plus d'argent que la drogue. Alors, je vous laisse imaginer l'ampleur du problème. Donc, ça, c'est un des premiers aspects. Et de l'autre côté, il faudrait vraiment éduquer, informer les gens. Et je crois que c'est ce travail formidable que votre chaîne fait qui pourra contribuer à ce que les informations sur les dangers de ce phénomène parviennent aux gens pour qu'elles puissent prendre des décisions, ou alors, si elles décident de se blanchir la peau, qu'elles le fassent consciemment, parce que beaucoup de femmes tombent dans le piège sans savoir vraiment où est-ce qu'elles vont. Elles regardent juste l'aspect de la peau, mais elles ne se rendent pas compte que finalement, non seulement elle se met en danger, elle met aussi les nouvelles générations en danger. Toutes ces femmes qui se blanchissent la peau ont pour la plupart des enfants et on sait que quand il y a une modification génétique, il y a des mutations génétiques. La question est de savoir ce qui adviendra on dit qu'on ne dit plus race, mais bon, je vais quand même le dire, à la race noire demain, si la plupart des femmes se blanchissent la peau et qu'on sait que les fœtus ont subi des dommages qui aujourd'hui, on ne peut pas, ce n'est pas encore visible, mais la science sait que c'est une probabilité. On l'a vu sur les animaux, donc ça va aussi nous arriver. Et seule l'information de la réalité peut permettre de réduire le phénomène. Et je dirais même aussi qu'en Europe, où on trouve, si vous allez à Paris, au Château d'Eau et tout ça, vous avez tous ces produits en vente libre et on se demande où se trouve la répression des fraudes. Dans un pays où le contrôle est beaucoup plus facile, je sais de temps en temps, on voit que la douane saisit des produits, mais ces produits circulent quand même librement. Et il y a un travail à faire entre les États. C'est un problème politique aussi. Et il faudrait que des décisions puissent être prises. Merci. Vous avez oublié de nous dire exactement comment joindre votre organisme et qu'est-ce que vous faites. Ah oui, effectivement, je m'excuse. Donc, en fait, je suis vraiment une activiste qui lutte à travers Melanin Foundation, qui est une ONG basée à Genève. Et voilà, donc je participe à des conférences pour faire connaître justement cette problématique à chaque fois que je suis invitée. J'organise des ateliers d'information et aussi en tant qu'esthéticienne, j'organise aussi des ateliers de beauté pour apprendre aux femmes à prendre soin de leur peau. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, on peut me joindre. Allez-y. On peut me joindre sur le site, donc Melanin Foundation à Genève. Je tenais au nom de Diaspo Interaction à vous remercier pour le temps que vous avez pris. On sait qu'il se fait très tard à Genève actuellement. Il n'y a pas de souci. Malgré ça, vous avez vraiment pris de votre temps. On vous remercie beaucoup. C'est un plaisir. Okay, c'est à moi de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité et j'espère que vous referiez d'autres émissions sur le sujet. Absolument, absolument. Ce n'est que la première édition sur ce sujet-là. Je vais donner la parole à Madame Sabine. Merci à tout le monde. Oui, c'est un réel fléau, la dépigmentation. Donc, nous, on va continuer notre combat en tant qu'entrepreneur pour booster le développement personnel et dire à chacun, à tout le monde, particulièrement aux femmes, qu'elles sont belles telles qu'elles sont
mais aussi qu'elles ont le droit, en se remirant, de se trouver belles, donc de prendre soin de leur peau, mais il faudrait chercher la vraie information, ce qu'il faut réellement pour les accompagner, c'est ça le plus important. Parce qu'on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui désire se soigner, soigner sa peau, soigner son être. Ça fait partie aussi du développement personnel. Mais que les informations soient données à juste titre et que les cosmétologues accompagnent et offrent des campagnes de sensibilisation dans la vente de leurs produits pour aussi accompagner ces gens-là qui n'ont pas l'information qu'il faut. Donc, pour finir, moi, je suis entrepreneur aussi. Bon, je suis écrivaine, styliste et j'ai mon blog. Pour me joindre, mon blog, c'est www.universdesabine.com parce que je suis blogueuse, je suis entrepreneur, donc voilà. Je forme à l'auto-emploi surtout et j'accompagne dans le développement personnel. Merci. Merci, merci beaucoup. Je vais donner maintenant la parole pour le mot de fin à notre cher Mamadi. Merci beaucoup. Donc, en tout cas, c'était très intéressant la discussion. Qu'est-ce qu'on dirait? Pour moi, vu que c'est vraiment un fléau, disons, pas seulement au niveau individuel, c'est un fléau dans nos pays. Donc, la solution, il faut que ça soit collectif. Pour moi, la dépigmentation, ça n'a jamais été un choix personnel. On dit que c'est un choix personnel, mais c'est juste de façon inconsciente. Parce que c'est un choix dicté. C'est personnel, mais les causes sont énormes. Les causes sont intégrées dans la société. C'est une question d'identité. Donc, il faut que les solutions aussi soient à la grandeur, à l'échelle, disons, nationale ou bien africaine d'ailleurs. Parce que c'est dans toute l'Afrique où ça se passe comme ça, en Afrique noire. Donc, il faut vraiment, quitte même à essayer d'instaurer ça, des programmes de sensibilisation au niveau des écoles, parce qu'il faut commencer ça vraiment à bas âge, parce que comme on dit là présentement, on a même l'impression que nos États encouragent la chose. Moi, en faisant mes recherches, j'ai vu en Côte d'Ivoire qu'il y avait comme une grosse pancarte de publicité des produits de dépigmentation où c'est bien écrit « plus clair pour te plaire ». Ça, c'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et ça passe. Il n'y a personne ça n'offusque personne, aucune autorité. Donc, il faut vraiment qu'au niveau de nos États, au niveau national, qu'il y ait vraiment des solutions concrètes, bon, beaucoup plus de sensibilisation parce que c'est vraiment la base. Donc, redonner la confiance, pas seulement aux femmes, à l'homme noir, beaucoup de fierté, éliminer le complexe d'infériorité. C'est dans ce sens-là qu'on peut lutter contre vraiment ce fléau. Donc, vous pouvez me joindre sur Facebook ou sur LinkedIn. Sur Facebook, c'est mon nom comme ça, Pasiba Sawadogo. Et sinon, vous pouvez aussi aller voir Afro Happening, qui est notre entreprise en événementiel. Donc, c'est l'Eventbrite, en fait, pour les événements afro. Donc, vous pouvez aller créer vos événements, afficher vos événements et vendre vos billets en ligne. Donc, c'est vraiment la référence pour les événements noirs. Voilà. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ce fut un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'être venu, bien sûr, ici à notre émission en tant que représentant des hommes et d'avoir bien sûr bien défendu. Je rappelle juste en passant que Afro Happening est partenaire avec Diaspo Interaction, donc pour tout problème ou pour toute information, vous pouvez aussi nous contacter. Après Bernadette, nous allons pouvoir laisser la parole à Sorel. Bernadette, mot de fin, s'il vous plaît. Donc, déjà, merci. C'est vraiment un sujet, on a dit plusieurs fois, c'est sociétal et individuel aussi. Je tenais à dire merci. Je pense que le combat reste à plusieurs niveaux. Et je pense que j'insiste vraiment sur le combat de la beauté qui est intérieure, qui sont vraiment des capacités qu'on a, au-delà vraiment des mots de s'encourager. Il faut qu'on attire, apporter du concret dans ce qui on est, de bâtir des choses. C'est ça qui va aussi nous apporter une fierté de ce qu'on est. Et pour moi, c'est très important de justement jouer aussi là-dessus de façon individuelle. Et pour me joindre, en fait, je vais terminer, c'est www.renaissancecoaching.com. Sinon, sur le Facebook, vous allez sur renaissancecoaching.com. Et ce que je fais, je veux juste rappeler, c'est que j'accompagne en fait les entrepreneurs, les personnes à atteindre leurs objectifs et justement à avoir une vie épanouie. Donc, je joue vraiment au niveau de l'entreprise et aussi de la personne parce que c'est la personne qui bâtit l'entreprise. Donc, même dans la Renaissance Coaching, c'est pour ça qu'on a utilisé le mot renaissance.
c'est qu'il faut juste, on met un accent particulier sur la personne, sur ses capacités, parce que c'est ce qu'on est en fait qui bat à l'extérieur de nous. Fait que je vais terminer avec ça. Je vous dis encore merci et merci pour le contenu. C'était vraiment très, très enrichissant. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps. C'était très apprécié de vous avoir et pour certains téléspectateurs aujourd'hui de découvrir bien sûr d'autres pans, d'autres cordes de votre art. Donc, merci beaucoup Bernadette. Maintenant, pour terminer, Madame Danko Sorel. Ben, merci beaucoup Florent aussi. Je me joins aussi à toutes les panélistes pour une fois de plus vous dire merci. Merci à Diaspo. Merci en fait d'initier de tels thèmes qui sont en fait de réels fléaux pour notre société. J'aime beaucoup ce que la dernière panéliste vient de dire, mais j'ai oublié la fin du mot quand elle a vieillesse. On est le reflet de ce que... Qu'est-ce qu'elle a dit? Si elle peut me redonner la phrase, j'apprécierais beaucoup. On reflète ce qu'on est à l'intérieur, c'est ça? Exactement. On est en fait, le résultat en fait est extérieur, mais c'est ce qui est à l'intérieur de nous, c'est notre potentiel en fait qui ressort. Et on peut dire que c'est pas retenu, mais c'est ça en fait. En fait, notre potentiel est en nous et le potentiel, c'est son savoir, c'est son qui je suis. Qui es-tu, femme? Qui es-tu, jeune fille? Qui es-tu, toi, la femme qui te dépigmente? C'est la question qu'il faudrait te poser et tu devrais pouvoir être en mesure d'avoir une réponse à ça. Si tu sais exactement qui tu es et que tu fais le choix de te dépigmenter, c'est une chose. Mais si tu te dépigmentes juste pour des raisons, la voisine, le cousin, la cousine, le mari, là, je dis qu'il y a un problème. J'espère de tout cœur que ce style d'émission, ces voix comme celle de Madame Tété que j'ai entendu parler, avec qui vraiment je commence déjà à rêver d'une entente, d'une collaboration pour encore parler très fort de ce fléau. On a besoin de leur parler de ça. Il y a beaucoup d'ignorance aussi dans ce qui cause la dépigmentation, le manque d'information, l'ignorance, le complexe. Il y a très peu de disponibilité, non pas seulement au niveau de l'information, mais au niveau également des produits. Parce que ici au Canada, j'ai entendu parler d'une marque tout à l'heure qui se vend ici au Canada, mais qui ne se vend que derrière des comptoirs, soi-disant éclat, juste éclat, mais qui ne se vend que derrière le comptoir, parce qu'effectivement, les actifs qui sont utilisés ne sont pas autorisés par Santé Canada. Alors, c'est une question d'information, c'est une question de connaissance, mais moi, je dis tout simplement, pour celles qui y sont, oui, c'est une drogue, c'est vrai, mais le sevrage existe. Alors, Madame Tété parlait, elle, de son programme de sevrage qui est déjà existant, que j'ai vraiment envie de côtoyer, d'en apprendre beaucoup plus à ce sujet parce que j'ai énormément de clients qui en ont besoin. Et une façon de vous dire que oui, c'est aussi possible. Pour celles qui veulent s'y mettre, qui suis-je pour juger? Personne. C'est une décision qui pour moi est personnelle. Peu importe l'influence, peu importe la raison, elle est finalement individuelle et personnelle. Pour celles qui veulent se lancer, moi je vous dirais tout simplement, faites-le pour les bonnes raisons, faites-le pour les bonnes causes et sachez quand même qu'il y a des risques très très forts associés à ça. Alors pour me présenter, Sorel Cosmétiques, nous offrons des produits de soins et de bien-être. Nous maximisons nos actifs sur des ingrédients naturels. Oui, on a une gamme éclaircissante, me diraient certains, parce que j'ai vu un message qui vient de m'être envoyé en privé ici. Oui, mais Sorel, il me semble que tu as une gamme éclaircissante. Et je profite pour répondre à cette personne. Oui, depuis peu, j'ai sorti une gamme éclaircissante parce que lors de mon séjour au Cameroun, j'en avais marre de jouer aux pompiers. J'en avais marre d'être celle-là qui venait essayer de consoler psychologiquement parce que je n'avais pas la solution à ces personnes, consoler psychologiquement ou amener psychologiquement les personnes qui sont déjà en plein dedans à laisser. Et aujourd'hui, pourquoi j'offre une gamme éclaircissante? C'est juste parce qu'aujourd'hui, je veux vous donner la possibilité de donner l'éclat. On ne parle pas de dépigmentation, on ne parle pas de changement de teinte, on ne parle pas de caramel à coco ou coco à caramel, on parle juste de donner une uniformité au niveau du teint, mais ceci à base d'ingrédients naturels.
Donc, vous pouvez nous trouver. On a un site internet www.sorelcosmetics.com. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. N'hésitez pas à nous poser vos questions et j'espère vraiment que pour les panélistes qui sont là aujourd'hui, qu'on pourrait se reparler en privé pour pouvoir essayer ensemble de continuer le mouvement de Mélanine qui est déjà en marche, pour lequel je donne ma parole de le soutenir du mieux que je pourrai pour son avancement. Merci beaucoup. Merci Sorel. Oui, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Sorel, c'est le cœur qui parle. Sorel qui prend toujours parti pour tout ce qui est défense, bien sûr, de l'humanité et puis des humains. Alors voilà, les partenaires, aujourd'hui, ils sont fiers et je reçois un message d'un de nos partenaires qui est très fier de cette émission et qui vous encourage tout autant que vous êtes panéliste. Alors, pour terminer, ma co-animatrice, Madame Tété. Oui. Merci Laurent. Je voulais aussi dire merci à tous les panélistes de cet après-midi. Je voulais ne pas oublier tous nos auditeurs, les internautes, tous ceux qui nous suivent en ce moment, de ne pas oublier à partager ce message qui est si très important, très important pour nous tant que société, tant que la communauté culturelle. Je vais vous encourager de partager au plus large pour que tout le monde puisse avoir cette information. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci vraiment, Papa Laurent, de nous avoir réunis sur ces plateaux et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci à tous. Alors.